Madame Daudet, bonjour. Bonjour. Un moment attendu, votre présence parmi nous. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Merci pour les échanges en train. 2 heures aller, peut-être 2 heures retour. J'ai une information, la gare Montparnasse est fermée. Alerte à la bombe, donc c'est fermé. Donc j'espère que vous aurez un train pour rentrer. Sinon, vous restez avec nous ce soir et ce sera parfait. Vous verrez, on va passer un bon moment. Alors, vous êtes à la tête de la DGOS depuis novembre 2022. Oui, tout à fait. Et vos propos sont attendus. Alors, j'en mesure la portée. Il n'est pas aisé de nous livrer, je dirais, non pas des secrets, mais le fond de votre pensée lorsque le ministre doit intervenir 1h30 après. C'est toujours un petit peu difficile. Donc, je sais que vos propos seront de toute façon mesurés, mais je vais vous poser toutes les questions qui font partie de notre actualité. On va aborder, bien sûr, les réformes SMR et de psychiatrie. On va aborder la T2A. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les urgences, la PDSES, les autorisations, le choc de simplification, les pharmaciens, le droit de la dérogation, les RH, l'égalité et puis la médecine de ville. 20 minutes, non, un peu plus, 30 minutes. Facile. Donc moi, je vais être très bref pour laisser toute la part du champ à vos réponses. Alors, je vais être relativement succinct sur les réformes SMR et psy dans l'exposé des motifs, parce que l'ensemble des adhérents les connaissent, et vous aussi. Mais tout de même, je vais expliquer qu'une réforme SMR, notamment, qui date depuis une quinzaine d'années, 2008, qui n'a toujours pas abouti, on peut se poser la question du bien fondé d'une réforme. Je dis toujours, lorsque j'ai un projet dans mes établissements qui a une quinzaine d'années, ce n'est plus un projet, c'est un échec. C'est un échec. Je ne dis pas que la réforme SMR sera un échec, mais tout de même. La réforme de psychiatrie, ça fait 5 ans, et 2 ans d'opérabilité. Sur les SMR, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le but de la réforme initiale, qui était, je dirais, de donner les moyens à l'ensemble des spécialités, de donner une égalité aussi tarifaire avec ceux qui sont sous-dotés, je pense à l'établissement de SMR qui ont 90 € de prix de journée, on s'aperçoit que cette réforme n'a pas atteint l'objectif. Elle pénalise les établissements spécialisés, elle favorise les établissements non spécialisés, mais avec une moyenne qui n'est pas acceptable. Et surtout, avec un OD SMR contraint, il nous faut aujourd'hui 87 millions d'euros pour 2024 pour pouvoir libérer cet étau. Bien sûr, double échelle de pondération médicale, double échelle tarifaire, qui n'a pas de sens aujourd'hui, car les patients que nous accueillons dans nos établissements de SMR viennent à 80% du public. 80% du public. Donc ce ne sont pas des patients qui viennent de la ville ou de notre secteur, du public. Donc ce sont les mêmes patients. Donc on ne comprend pas cette double échelle de pondération. Sur la psychiatrie, alors là, c'est 2 ans de travaux, 2 ans de participation active de la FHP avec son président Marc Lédé au sein de la psychiatrie et bien sûr le président Sanguignol que vous connaissez pour le SMR. 2 ans de travaux et on arrive où? On arrive déjà sur une prospective 2024-2027 sur 3 millions de journées que nous allons prendre en charge dans notre secteur. Ça, c'est la prospective. 3 millions de journées. Nous sommes aujourd'hui 18% d'établissements en déficit et près de 40% en 2027. Pourquoi? Parce que l'enveloppe, elle est fermée. Fermée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute création d'activité autorisée par les ARS sur l'année 2022-2023 n'est pas opérable. Je ne parle même pas des autorisations à venir dans les PRS qui sont tellement lointaines qu'on n'ose même plus réfléchir à des projets d'établissement, à des constructions et à des structures nouvelles. Là aussi, 54 millions d'euros sur l'ODEPSI qu'il faudrait pour faire en sorte qu'on puisse respirer. Et le piège, alors vous me direz le piège, peut-être que je l'ai vu venir il y a 2 ans, mais peut-être pas avec l'acuité nécessaire, le piège de l'enveloppe fermée est mortifère. Mortifère. Car le principe qui a prévalu toujours dans notre branche dynamique, c'est autorisation, tarification. Là, c'est autorisation, pas tarification. Alors, madame, on est attentif à vos propos parce qu'on ne peut pas continuer
à avoir ces réformes qui n'en sont pas et surtout dont on n'en voit pas la finalité médicale ou économique? Merci pour cette présentation. Donc, ces réformes, que ce soit le SMR ou la psychiatrie, effectivement, on le sait, hein, elles vous inquiètent, elles vous interrogent. C'est normal, c'est un changement de paradigme qui est important. Comme vous l'avez dit, on était dans une enveloppe ouverte, avec des prix de journée dans les deux cas, psychiatrie et SMR, qui étaient fixés de façon totalement différente et hétérogène sur les territoires. On a dans les mêmes régions des établissements de même groupe, qui sont dans des départements différents, qui offrent le même service et qui n'étaient pas du tout tarifés de la même façon. L'objectif de ces réformes, c'est d'abord d'essayer de mieux répartir l'offre sur le territoire en fonction des besoins et d'essayer de remédier à cette hétérogénéité qu'on ne comprenait pas toujours. Ça, c'est la façon dont nous, on a conçu les réformes. Après, il n'y a pas de passage en force. D'ailleurs, vous l'avez dit, elles sont anciennes, elles sont réfléchies de façon ancienne. Là où je partage, c'est que c'est vrai qu'elles ne se sont pas mises vite en place, notamment sur le SMR. Et donc, ça veut dire effectivement qu'on n'est pas suffisamment, en tout cas, à l'écoute ou en tout cas rassurant pour pouvoir avancer. Cela dit, on concerte, on discute beaucoup, on passe, je pense, beaucoup de temps ensemble. Alors sans doute qu'on ne se comprend pas toujours, mais on ne compte plus les heures de réunions, d'échanges, de webinaires, de déjeuners, de discussions autour de tout ça. Il y a eu des avancées suite aux propositions que vous aviez faites. D'ailleurs, si on prend le SMR, je rappelle d'abord que les vecteurs de financement ne changent pas du tout en 2023. Donc en 2023, il ne se passe rien. Alors même que la réforme est entrée en vigueur le 1er juillet, il n'y aura que du plus. C'est-à-dire les établissements gagnants gagneront, les établissements perdants, entre guillemets, toucheront les mêmes revenus. Il y aura zéro perte pour ces établissements-là. Vous avez demandé un allongement de la transition, on l'a fait. La transition sur le SMR, elle est jusqu'en 2027. Elle se fait progressivement. Et en 2024, il n'y aura pas de perte. Je sais que votre inquiétude, elle est sur cette fameuse moyennisation, elle est sur les activités spécialisées. Là aussi, on travaille. Alors, on y travaille d'abord au travers de l'échelle tarifaire. Il y a des propositions qui vous seront faites la semaine prochaine. On revoit toutes les fédérations la semaine prochaine. Là aussi, il faut avancer. Il faut qu'on arrive à avancer sur ces échelles tarifaires. Donc, le travail n'est pas fini. Le travail continue en 2024. Et aujourd'hui, l'alternative, c'est pas j'applique ou j'applique pas la réforme. La réforme, elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Il faut qu'on avance. En revanche, on a toute l'année 2024 pour essayer d'ajuster les choses et de les ajuster au mieux, y compris pour vos établissements. L'objectif de l'État n'est par définition pas d'appauvrir le secteur SMR privé. Okay ? Donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions ensemble et à faire évoluer les modèles. Sur les nouvelles autorisations pour le SMR, aujourd'hui, dès qu'un établissement ouvrira à compter de l'année prochaine, effectivement, il rentre dans la nouvelle réforme et dans la nouvelle tarification. Mais vous savez qu'il y a une partie à l'activité, il y a une partie qui se finance par les plateaux et les activités spécialisées, et puis par la fameuse dotation populationnelle. Donc c'est pas vrai de dire qu'il y a une dichotomie entre autorisation et financement. En revanche, c'est plus les mêmes règles qu'avant. Ça, les règles, elles changent. Il y a une réforme, les règles changent. Sur la psychiatrie, à votre demande, sur les nouvelles autorisations, pendant la période de sécurisation qui dure jusqu'en 25, vous savez qu'on a répondu aussi à votre demande, on s'est engagé à prendre en charge le business plan, l'équilibre tel qu'il avait été présenté en XOS, donc les 12 premiers mois de l'autorisation, pendant les 3 ans. Donc ça, en psychiatrie, pendant les 3 ans de sécurisation, vos autorisations, elles sont financées comme c'était le cas, comme ça avait été présenté. Dans les deux cas, vous dites il faut de l'argent en plus et il faut que l'ODSMR et l'ODPSY soient abondés. Ça, c'est sûr et c'est évident. Et moi, je me bats pour que l'année prochaine, que ce soit sur l'ODPSY ou l'ODSMR, on ait les moyens de pouvoir accompagner cette réforme. Et ces réformes, il faut qu'on puisse arriver à passer, encore une fois, avec le plus possible d'accompagnement financier pour les établissements. Sur la psy, je rappelle quand même que l'ODPSY a été considérablement augmenté entre 2020
et entre 2023, puisqu'on a progressé de plus de 30% sur 3 ans. Et ça, vous le savez, ça s'est ressenti, y compris sur le terrain. Donc en conclusion, je dis juste, les réformes, elles se mettent en place lentement, et elles doivent se mettre en place avec vous. Et bien évidemment, l'idée, c'est de ne pénaliser aucun d'entre vous. Alors, le président Lédé me fait une aparté en me disant que sur les autorisations nouvelles, 30 millions ne seront pas financés. Personnellement, j'ai vécu une inauguration dans notre belle région d'Occitanie, à Villeneuve-lès-Avignon, d'un établissement de psychiatrie qui avait pris en charge des patients en hospitalisation de jour, de fort belle manière, parce que c'est reconnu nationalement, et 8000 journées n'avaient pas pu être tarifées. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs. 8000 journées. Qui peut accepter aujourd'hui, avec le choc de l'inflation, le choc des RH, de travailler sans financement? Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Donc les cas sont légion. Donc, ou, si vous voulez, et je pense que c'est fait, on les liste et on arrive à 30 millions d'euros. Et puis vous trouvez la solution, mais rapidement, où on ne pourra pas continuer à partager, je dirais, cette confiance qui prévaut entre vous et nous. Quand je dis confiance, c'est de pouvoir avancer ensemble sur une réforme, d'abord qu'on n'a pas souhaité, on n'a pas demandé, on ne l'a pas souhaité, et qu'on subit carrément, parce que de se dire on est sécurisé, parfait. On est sécurisé, mais on ne demande pas la sécurisation, on demande de pouvoir vivre de notre travail et de notre activité. Ça me semble important de le rappeler. Donc moi, je vous demande qu'on puisse avancer sur ces dossiers, sur ces patients qui ont été pris en charge et qui ne sont pas tarifés. Voilà, c'est un peu le monde à l'envers, je trouve. On fait le travail et on demande une rémunération. Je propose de passer à la tarification à l'activité. Donc notre président a souhaité que la part de tarification à l'activité soit réduite. Je pense que c'est issu de ces rencontres dans le monde hospitalier public où tout le monde lui explique au sein du public que l'alpha et l'oméga des difficultés de fonctionnement de l'hôpital, c'est la tarification à l'activité. C'est peu connaître les chiffres parce que la T2A aujourd'hui, c'est 53% des recettes de l'hôpital public. 53%. Chez nous, c'est 80%. Donc, par contre, parole présidentielle, qui a beaucoup inquiété le cabinet de François Braun et qui continue aujourd'hui avec le nouveau cabinet d'Aurélien Rousseau d'occuper nos pensées. Comment réformer cette T2A sans vraiment la réformer? Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits sur la maternité, qui est en grande tension, en grande difficulté. Grande difficulté. Il y a des adhérents dans la salle qui avaient une activité de l'ordre de 3 000, 4 000 accouchements et qui aujourd'hui se retrouvent à 2 000 accouchements en raison de la baisse de la natalité. Donc il y a un secteur qui est en crise profonde d'activité. La réanimation également, les soins continus sont en tension économique. Donc s'il y avait une dotation populationnelle pour ces activités-là, nous y sommes favorables parce que ça permettra de les aider. Le reste, on souhaite vraiment continuer à être payé sur notre activité, réalité. Et comme je dis toujours, dans le privé, un lit vide ne coûte rien à l'assurance maladie. Donc votre position sur l'évolution de cette tarification à l'activité? Alors, vous l'avez dit, effectivement, presque 20 ans après la mise en œuvre de la tarification à l'activité, les effets positifs de ce système, comme ses limites, sont largement documentés pour le public comme pour le privé. On sait bien quel coup de boost ça a donné et quel apport ça a été pour notre système de santé, encore une fois public comme privé. On sait aussi que dans certains cas, notamment pour la valorisation de certaines activités spécifiques, c'est un système qui trouve ses limites. Donc le président de la République, il a fixé effectivement une ambition forte, un calendrier assez rapide, mais il a dit qu'on mettait fin au caractère central de la tarification à l'activité. Il n'a pas dit qu'on mettait fin à la T2A. Et bien évidemment, l'idée est de préserver une partie de ce modèle-là et une partie de rémunération à l'activité, et même une partie importante, puisqu'on sait que c'est effectivement ce qui fait marcher nos établissements. Donc, on est pragmatique. Il y aura des dispositions dans le PLFSS 2024 qui donnent un calendrier de travail, qui donnent les différentes étapes et qui donnent les différents blocs du futur système.
La mesure, la future mesure, le futur système, il a aussi pour objectif de mieux prendre en compte certaines missions et de mieux prendre en compte des objectifs de santé publique. C'est ce qu'a dit clairement le président de la République. Donc on aura 3 compartiments. Un compartiment tarifaire qui continuera de financer des soins qui répondent à des prises en charge organisées, standardisées, pour lesquelles une tarification à l'activité est pertinente. Il y aura un deuxième bloc qui prendra mieux en charge certaines missions, vous l'avez dit, les soins critiques, la réanimation, probablement les soins non programmés également. Sur la maternité, on va prendre un peu plus de temps parce que ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, là aussi, il y a des besoins, vous avez tout à fait raison, mais si on touche au modèle de tarification, il y a des effets redistributifs qui s'enclenchent et qui sont toujours compliqués à gérer. Donc on va y travailler, mais sans doute dans un deuxième temps. Et puis il y aura un 3e compartiment qui prendra mieux en compte tout ce qui est santé publique, qualité, prévention et coordination des parcours des patients. Donc tout ça, ça va s'enclencher en 24 pour des travaux communs et collectifs avec une mise en œuvre à compter de 2025, au moins sur les dotations qui sont liées aux missions spécifiques. Mais là aussi, je ne peux être que rassurante sur le fait que la T2A reste un des compartiments importants du futur système de financement. Je me permets de revenir 30 secondes sur l'obstétrique, parce que les projections qui sont faites sur les 2-3 années qui arrivent, donc c'est très court, font état de disparition de dizaines et de dizaines de maternités de manière économique. Et je ne rajoute pas, bien sûr, les difficultés de recruter des gynécologues, des pédiatres. Là aussi, c'est une difficulté quotidienne. Donc vraiment, il faut qu'on puisse les aider dès 2024. Lamine, je me permets, j'ai une remarque de quelqu'un dans la salle. On nous indique que nous ne perdrons pas, mais les nouvelles modalités de facturation feront que de facto la trésorerie ne suivra pas. La pérennité est donc menacée, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est pour vous la question, c'est pas oui, pour moi. Non, c'est pas pour toi. J'ai eu peur que tu me poses une question. Là, on parle du SMR, du coup, on ne parle plus des maternités, je pense. Non, voilà, c'est sur la réforme SMR. Donc effectivement, en 2024, comme la nouvelle tarification rentre en vigueur, la facturation au fil de l'eau continue de se faire comme avant, mais plus sur les mêmes bases. Donc il n'y aura pas de problème de trésorerie. Bien évidemment, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas ni de rupture de trésorerie, ni de problème là-dessus. Merci. On y travaille. Pardon ? On y travaille avec l'assurance maladie, notamment. Je ne vais pas faire ici une réunion technique et un groupe de travail sur ce sur quoi on est en train de travailler avec la CNAM. Mais en tout cas, ce problème-là, il est par définition pris en compte. On ne va pas laisser, on n'est pas des apprentis sorciers. On ne va pas laisser un mois de trésorerie de trou dans le budget des établissements. Ok, merci Marie pour ces précisions. J'aimerais qu'on parle urgence PDSES. La PDSES, notre ministre souhaite que nous y rentrions. Le député Valtou également dans sa PPL souhaite que le privé soit plus présent sur les territoires, c'est-à-dire aujourd'hui c'est 90% public, 10% privé. Nous on est d'accord, enfin nos médecins, pardon, parce que je ne suis pas le porte-parole des médecins, mais je sais qu'ils sont favorables à participer à cette PDSES. Mais tout de même, je vous ai écrit avant-hier sur la PDSES des médecins urgentistes, qui date de juillet 2022, c'est-à-dire que c'est une injonction ministérielle de François Braun qui avait octroyé à l'ensemble des médecins urgentistes privés de garde les nuits une rémunération de ces gardes, nuit et week-end. 4 régions ne le font pas sur 2022, au prétexte soit qu'ils n'ont pas eu les financements, soit qu'ils ne se sentent pas concernés par cette obligation pour le secteur privé. Donc moi, ça me choque. Je fais partie d'un forum où il y a 180 médecins libéraux et je puis vous assurer de l'exaspération de ces médecins de ne pas pouvoir être rémunérés sur un engagement ministériel qu'on leur doit. Et après, on leur demande d'être là les nuits, les week-ends et les jours fériés. Alors là-dessus, comme vous le savez, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises, on est très vigilants. Donc effectivement, on a demandé aux ARS de financer la PDSES des urgentistes privés en 2022 et en 2023. Donc en 2023, ça a été clairement identifié dans le FIR. Il y a 15 millions qui sont dans le FIR, qui ont été donnés au DG d'ARS pour financer ces lignes de PDSES. En 2022, c'est un tout petit peu plus compliqué puisqu'il y a eu une enveloppe forfaitaire globale sur le financement des mesures Braun, comme vous dites, et donc chaque DG d'ARS
regarde ce qu'il peut faire. Sur les 4 régions sur lesquelles vous m'avez saisi, je les ai saisies également, il y en a 3 qui me disent que les problèmes sont réglés. 3 sur 4, qu'il n'y a pas de sujet et que d'ailleurs les fédérations locales ne remontent pas le sujet. Donc ces 3-là ont répondu. Et il y en a la dernière me dit que sur 23 c'est réglé et que sur 22 effectivement ça n'avait pas été réglé. Donc après, en revanche, chaque directeur d'ARS est maître en son territoire. Donc nous, on donne des instructions, mais vous savez que la PDSES, c'est un sujet compliqué, que les lignes de garde, c'est compliqué, ça permet d'embrayer sur le sujet précédent auquel vous avez fait allusion. Et donc là-dessus, les DG d'ARS ont aussi leur marge de manœuvre. C'est ce qu'on veut changer avec la nouvelle réforme. Avec la nouvelle réforme, effectivement, on veut que l'effort et que la prise en charge de la PDSS soit mieux répartie et que donc le privé puisse être embarqué. Vous l'avez dit, lors des précédents schémas, il y avait un déséquilibre qui était fort, que et le privé et le public ont regretté d'ailleurs. Le public parce que la charge est forte, trop forte, et le privé parce qu'il s'estime avoir été écarté dans la négociation de ces schémas. Donc là, on veut faire différemment. On veut procéder par appel à projet. On veut que les DG d'ARS puissent faire un bilan des besoins de leur territoire. À cette fin, on leur a donné 1 an de plus par rapport au PRS actuel. Donc les schémas actuels ont été reconduits jusqu'à l'été 24. Il y aura un appel à candidature transparent où pourront candidater et les établissements publics et les établissements privés. Vous savez aussi qu'il y a eu des annonces qui ont été faites par la Première ministre et par le ministre sur une revalorisation notamment des suggestions dans les établissements de santé et que les gardes de nuit ont une annonce sur la majoration de la garde de nuit et le ministre comme la Première ministre ont dit que ce serait équivalent dans le public et dans le privé. Donc cette rémunération de la garde dans le privé qui va augmenter, elle va aller de pair avec des appels à projets, des appels à candidature, qui vont être plus transparents et donc ça devrait permettre aux professionnels libéraux des cliniques de pouvoir monter à bord. Vous parlez de la PPL Valtou. Ce que dit la PPL Valtou, c'est en cas de carence, notamment, le DG d'ARS pourra appeler les établissements de santé et les professionnels libéraux qui y travaillent à venir faire de la PDSES. Ça leur donne des outils pour pouvoir, lorsque sur un territoire, une fois que toutes les étapes ont été passées, pouvoir combler les trous là où il y en a. Je sais que cette disposition, elle passe difficilement, elle est contestée, donc ça tombe bien, il y a une lecture au Sénat qui va s'ouvrir. On peut voir comment on aménage aussi les choses là-dessus pour que ça passe le mieux possible. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir un effort mieux réparti et une offre mieux répartie sur le territoire et des coopérations publiques-privées qui se font jour. Ça existe, il y a des territoires où ça marche, donc il faudrait que ça puisse marcher partout, qu'on puisse, public et privé, travailler ensemble sur cette prise en charge, la permanence de soins qui est tout à fait essentielle pour l'accès aux soins dans les territoires. Alors, coopérer avec le public, vous savez que je ne demande que ça, mais il faut les mêmes règles du jeu. Quand vous avez parlé de l'augmentation des suggestions de nuit, public-privé, je me suis dit, ah ben tiens, Madame Daudet nous annonce une belle nouvelle pour nos salariés. Non, vous avez parlé des médecins libéraux, donc c'est bien, mais là c'est le public qui rattrape le privé. Bon. Mais par contre, Madame Borne, elle a annoncé il y a quelques semaines que les suggestions, c'était pour l'hôpital public et pour le privé non lucratif et les centres de lutte contre le cancer. Nous sommes exclus. Donc moi, je veux bien tendre la main, je veux bien faire le job quand on nous appelle. On l'a vu l'hiver dernier sur la bronchiolite, on l'a vu l'été dernier sur les services d'urgence. Moi, je veux bien, mais il faut quand même la même équité sur les suggestions de nuit pour nos collaborateurs. Alors, c'est pas de votre ressort, c'est juste un petit coup de gueule, comme ça, je vous détache de la réponse. Autorisation. Plus de 20 000 autorisations à renouveler, un travail absolument extraordinaire que même les ARS ne pourront pas traiter, parce qu'il y aura trop de dossiers. Donc voilà, moi j'ai une demande de simplification. On en a parlé tout ce matin avec nos élus à l'Assemblée nationale, le choc de simplification. Moi je demande que pour les établissements dans lesquels il n'y a pas de difficulté dans le schéma qui arrive, le PRS, le mois de novembre, que pour tous ces établissements, c'est-à-dire 99% de la fédération, qu'il y ait un renouvellement automatique. Renouvellement automatique sur simple demande, simple lettre. Et également, je demande que l'autorisation soit à durée indéterminée et qu'on ne soit pas obligé de revenir devant vous tous les 5, 6 ou 7 ans parce que c'est anxiogène.
c'est du travail, et puis surtout, personne n'a le temps de lire nos demandes d'autorisation et de renouvellement. Je ne parle même pas des dossiers Exos, où là, ça devient totalement inaudible. Donc, pouvons-nous rêver un choc de simplification sur ces renouvellements qui vont arriver bientôt ? Alors là aussi, par définition, on travaille ensemble et vous le savez, et la simplification, c'est une de nos grosses préoccupations, notamment sur cette mesure-là, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, une mesure massive et un changement massif d'échelle pour les DG d'ARS. Donc on fait deux choses, on travaille sur le plan opérationnel, où il y a la mise en place d'un système d'information national qui va outiller les établissements et les ARS sur les procédures, et en parallèle, on met en place un dossier unique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que vous avez fait remonter aussi des remarques dessus, mais ce dossier unique, c'est aussi un facteur de progrès et un allègement des pièces qui auraient pu être demandées. On a essayé de trouver un équilibre, puisque les DG d'ARS avaient demandé beaucoup de pièces. Bon, voilà, et on a atterri sur un équilibre qui nous va bien. Et puis vous savez qu'il y a une mesure en PPL Valtout, toujours la même, qui prévoit qu'on va lister un certain nombre d'activités par décret, et que pour ces activités, qui vont reprendre leur durée de vie initiale, elles pourront être renouvelées au fil de l'eau. Donc tout ne va pas se faire là avec l'adoption des PRS. Passer sur des autorisations à durée indéterminée ou du renouvellement automatique, c'est plus compliqué. Vous savez que le DG d'ARS, il a besoin quand même régulièrement de remettre sur la table, de remettre à plat son offre de soins dans son territoire. Il faut bien qu'il puisse rééquilibrer les choses, transformer les choses, et ça nous semble difficilement compatible avec un renouvellement automatique ou des autorisations à durée indéterminée. Aujourd'hui, c'est 7 ans, à un moment ça a été 5 ans, ça laisse quand même du temps, et on fait en sorte, avec les nouvelles mesures que j'ai citées, que ce temps-là il puisse être mis à profit pour pouvoir justement déposer des demandes au fil de l'eau et pas tout en même temps. Dérogation. C'est une belle opportunité pour nos ARS de déroger à la lourdeur administrative et aux carences. Alors, vous savez que c'est un sujet qui me touche, ce sont nos pharmaciens de PUI, où on doit faire face à des injonctions des ARS de l'ordre qui nous menacent d'exercice illégal de la pharmacie et d'une menace pénale. Bon, je ne savais pas qu'en tant que pharmacien, je pouvais faire courir autant de risques dans ma PUI aux patients dans laquelle j'ai le plaisir de délivrer des médicaments et de participer à la conciliation médicamenteuse, à l'analyse pharmaceutique et au bon suivi des antibiotiques. Voilà, c'est à peu près les missions fondamentales du pharmacien. Vous avez prévu un décret nous permettant d'embaucher pendant une durée de 4 mois des pharmaciens non titulaires du DES. On attend ce décret qui va être attaqué, j'en suis certain, par l'ordre et les syndicats de pharmaciens. Mais j'aimerais que l'on aille plus loin et que l'on puisse totalement déroger sur les activités de SMR, de psychiatrie et de MCO. Il n'y a pas d'activité à risque, il n'y a que des risques. Il n'y a que des risques. On rentre dans un établissement de santé, quel qu'il soit, il y a des risques. Et moi, j'entends le risque médico-légal matin, midi et soir. Ça fait 30 ans que je vis avec ça. Et il n'y a pas, heureusement, des drames tous les matins. Donc, moi, j'en suis à donner à mes adhérents mon numéro d'inscription à l'ordre, 90 801H, pour que je sois le gérant de l'ensemble des pharmacies de la profession. J'ajouterais une réflexion de la salle. Un pharmacien d'officine a toutes les compétences pour exercer dans un établissement SMR, psy ou de médecine. On a créé une pénurie mortifère. Voilà, ça vous permet de répondre. Alors, sur le droit à dérogation, vous savez, c'est une des préoccupations de notre nouveau ministre. Il a vécu lui-même, je pense, quand il était DG d'ARS, la volonté de pouvoir aller plus loin sur certains dossiers. Donc, effectivement, le droit de dérogation, il existe aujourd'hui, il était extrêmement attendu, et comme tous les dispositifs, probablement trop longtemps attendus ou très attendus, aujourd'hui, il est un peu déceptif sur le terrain, c'est en tout cas ce qui remonte, et donc il y a un travail qui va s'engager sous l'égide du secrétariat général, puisque c'est eux qui sont à la manœuvre sur ce droit-là, pour essayer d'aller plus loin et de simplifier encore les choses.
Sur les PUI, effectivement, je pense qu'on est conscient du problème. On a eu l'occasion d'en échanger. J'ai moi-même vu tous les protagonistes, que ce soit l'ordre, les syndicats de pharmaciens, les doyens et les syndicats d'étudiants. Donc je vous confirme qu'effectivement, il y a un front uni contre cette mesure. Pas de la part de l'ordre, hein, qui a été plutôt constructif et qui a proposé des choses. En revanche, les syndicats sont opposés à ce type de mesures. Donc on discute, on avance. Il faut effectivement qu'on prenne un décret en Conseil d'État pour faciliter et permettre le remplacement sur des durées de 4 mois dans les PUI hospitalières. Donc ce décret, il est prêt, il est préparé, on en discute avec notamment le cabinet du ministre, et il doit pouvoir apporter des solutions localement là où les difficultés sont les plus fortes. Ces 4 mois, on pourra les utiliser plusieurs fois par an? Chaque année. 3 fois, c'est à peu près ça, hein, c'est ce que j'ai fait comme calcul. Voilà. Donc je vous assure qu'on va utiliser ce droit à déroger et de le faire 3 fois, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et ce qui se passe, c'est que l'ensemble de une bonne partie de nos adhérents ferment leur PUI. Et il y a un bascule vers la pharmacie de ville. Voilà. Et peut-être une perte, je dirais, une perte de sens et une perte d'autonomie, parce qu'on ne trouve plus de pharmaciens. Voilà. Oui, sur ce sujet-là, hein, on essaye vraiment d'actionner la plupart des leviers qui sont à notre main. Donc l'ordre en a un certain nombre, notamment sur la communication et l'attractivité de ces métiers, mais ça prend du temps. Nous, on ouvre des postes à l'internat de plus en plus chaque année. Et puis là, on a ce problème qu'il faut qu'on arrive à régler, à apporter des solutions qui ne plairont pas, qui ne feront pas consensus, mais sur lesquelles il faut qu'on puisse avancer rapidement maintenant. D'autres questions? Non, pas pour le moment. Bon, alors je vais vous demander, si vous voulez bien, de conclure. Marie, alors, on a commencé nos rencontres avec Églantine sur le fait qu'on serait heureux, positif et gai pendant les 2 jours. Donc, que pouvez-vous nous dire pour être heureux, positif et gai? Alors d'abord, je voulais rappeler le fait que l'État, le ministre, il vous le dira lui-même tout à l'heure, et la DGOS, on est aux côtés des acteurs privés pour avancer, parce qu'on sait l'importance que vous avez au sein de nos territoires sur la prise en charge de nos malades et sur l'accès aux soins. Donc là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Je crois qu'il y a effectivement des dissensions, il y a des discussions, mais les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes. Les aides qui ont été apportées ces dernières années, je ne vais pas les lister, mais il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place pendant la crise du Covid, dans laquelle vous avez été particulièrement mobilisés, que ce soit la prise en charge des surcoûts Covid, la garantie de financement, tous les établissements privés en ont bénéficié. On a été à vos côtés sur des revalorisations salariales, sur la prise en compte de l'inflation sur les 3 dernières années. Vous savez que cette année, par exemple, le dispositif à la qualité IFAC, sur lequel vous avez beaucoup insisté, il va y avoir 700 millions d'euros qui vont être délégués sur la base des indicateurs qualité. Ça n'était pas le cas les années précédentes, c'était une de vos demandes, elle a été suivie. Vous savez que les établissements privés sont majoritairement gagnants à ce dispositif, hein. Voilà, donc je crois qu'on essaye d'accompagner au mieux les établissements privés dans cette période qui n'est pas simple, on peut être effectivement optimiste, gai et positif, mais c'est quand même une période compliquée pour notre système de santé, et il faut qu'on soit coopératif, qu'on se serre les coudes, et je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup.